Super, encore. Génial, une dernière fois. Super. Est-ce que c'est difficile? C'est pas dur, mais j'ose pas la monter plus. Alors que je sais que... Il n'y a pas de performance obligatoire. Hein. C'est vraiment, vous faites comme vous pouvez. Hein. Avant la prise d'hormones, est-ce que vous avez un souvenir de votre voix à ce moment-là? J'avais pas une voix particulièrement aiguë. Elle était pas non plus très grave, mais elle était... Je sais pas, elle était classique, quoi. D'accord, ouais. Et par contre, niveau... Enfin, au début des hormones, je sais qu'elle a baissé très vite. C'est-à-dire que la testostérone, évidemment, elle épaissit les cordes vocales, elle modifie un peu les structures du larynx, donc c'est anatomiquement, physiologiquement, ça place les choses aussi de manière plus masculine, plus grave. Hein. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pourriez me dire un peu, je sais pas, quelles sont vos attentes par rapport à votre voix? J'aimerais bien continuer à la travailler pour réussir à continuer à pouvoir la monter un peu plus haut. C'est vrai que ce qui est vraiment très important, et ça, c'est le travail avec vous-même aussi, hein, c'est de trouver votre voix, de trouver la voix qui vous convienne, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, qui dégage de vous un peu ce qui vous correspond, mais ça, vous allez trouver votre voix. Les deux grands effets irréversibles que la testostérone a eu sur mon corps, c'est la barbe du coup et la voix qui est devenue grave. Je m'appelle Emma, j'ai 20 ans et je suis née fille. C'est à l'âge de 14 ans que je prends la décision de faire une transition de genre, c'est-à-dire devenir un garçon. À l'époque, mes parents et les médecins me soutiennent et je commence la prise de testostérone à 15 ans. Et à 16 ans, je décide de subir une opération chirurgicale pour me faire retirer la poitrine. Pendant 2 ans, je me suis sentie à l'aise en vivant en tant que garçon, mais à 18 ans, je tombe dans une dépression et je me rends compte que je regrette ma transition. Devenir soi-même. Aujourd'hui, Emma revient à son genre de naissance en inventant sa propre voix. 2 ans après sa dépression, cette étudiante en art tente de retracer son itinéraire. À l'école primaire, j'étais du genre plutôt à jouer avec les garçons, à faire des activités de garçons, donc sortir, jouer un peu au foot, faire la course, des trucs vraiment très très clichés. Et puis juste pas aimer tous les vêtements de filles, tout ce qui est jupe, robe, etc. Et donc juste à partir de ce moment-là, on me disait ah t'es garçon manqué. Il y avait des séances parfois de déguisement. Et dans les séances de déguisement, eh bien, c'était le seul moment où Emma se déguisait, mettait une robe. Et là, j'avais le droit aussi de lui coiffer les cheveux et de lui faire des couettes ou des tresses et voir un petit peu de rouge à lèvres. Alors là, c'était le top du top. Mais une fois que la séance était terminée, eh bien, elle enlevait tout. Je sais que c'était un peu le classique des repas de famille. On me disait « Ah, bah, t'inquiète, tu vas grandir. À partir de l'adolescence, tu vas être une fille féminine. » Enfin, à ce moment-là, je me dis que c'est pas moi, en fait. Enfin, j'ai pas envie de devenir comme ça. Et que ça devrait pas être vu comme l'objectif par mes proches. Quand je la voyais partir pour aller au collège, du coup, je voyais pas partir une jeune fille. Et elle développait pas sa féminité. Sa façon de s'habiller à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, je la voyais pas tellement évoluer. Au contraire, je la voyais avec des choses qui avaient finalement pas de forme ou qui cachaient ces formes.
J'aime bien regarder les photos de moi enfant parce que je trouve que je suis assez mignonne et je les trouve assez attendrissantes comme photos. Et d'ailleurs, je me rends compte que du coup, pendant toute la période de l'adolescence, je déteste qu'on me prenne en photo. Donc il n'y a vraiment plus aucune photo de moi pendant cette période de l'adolescence. C'est quand même plus simple pour moi en grandissant de soit me représenter, soit de m'exprimer en dessinant ou en dessinant ce que je ressentais ou ce que je pouvais vivre. Il y a quelque chose de plus facile avec le fait de dessiner. Ce genre de carnet de croquis, c'est vraiment comme des journaux intimes pour moi. C'est moi en train de faire des rollers, en train de grimper aux arbres, en train d'être à la piscine, en train de jouer à la DS, de lire, ou là, en train de m'amuser avec mes chats. C'est un personnage androgyne parce que pas de marqueur spécialement genré dessus, à part les cheveux longs, mais sinon j'ai pas de... Dans la plupart de mes personnages, en vrai, j'ai pas beaucoup de marqueurs de sexe de l'un ou de l'autre. Je pense que j'aime bien les corps androgynes justement parce qu'ils enlèvent une limite entre filles et garçons. C'est beaucoup plus facile pour un petit garçon et une petite fille de se faire prendre pour l'un ou pour l'autre. Quand j'annonce à mes parents que je me sens pas bien avec le fait de vivre en tant que fille, c'était une soirée où j'étais vraiment encore plus mal que d'habitude. Et à ce moment-là, je t'ai vu pleurer et je t'ai demandé ce qui se passait, ce qui allait pas. Et c'est à ce moment-là que tu m'as expliqué. Moi, je me souviens vraiment pas des mots précis. Je sais que je t'ai parlé de ce que je ressentais et que j'étais pas bien, mais je sais vraiment plus quoi exactement. Et tu disais, je crois que je suis un garçon. Enfin, c'est ce que j'ai retenu. Et ce que j'ai retenu aussi, c'était ton désespoir, ta souffrance, ton mal-être. Après, en même temps, ça faisait longtemps que j'avais pas bien. Enfin, ça faisait un petit moment où j'étais... Oui, mais là, ça sortait et c'était des larmes et c'était du coup des mots aussi sur cette souffrance. Et moi, je me souviens très bien de ce que j'ai fait. Je me suis levée et puis je t'ai pris contre moi, là, comme ça. J'ai dit, ça va aller, je suis là. Je l'ai pris comme un fait, comme une vérité. Et j'ai compris qu'il allait falloir faire appel à des spécialistes. Donc on y est allé en se disant, on va pouvoir être accompagné, Emma va pouvoir être accompagnée par des personnes qui sont au fait de la transidentité. À force de marche, à force de combat, les personnes transgenres ont obtenu droit et reconnaissance. Et si la transphobie continue de faire des victimes, aujourd'hui elle est condamnée par la loi. Ces avancées politiques et sociales permettent à de plus en plus de jeunes d'exprimer leur transidentité et d'accéder à l'accompagnement médical. À l'hôpital, les services dédiés à la transition des jeunes sont de plus en plus sollicités. Il en existe 18 en France. Emma est passée par l'un d'eux. L'hôpital de Lille accepte notre caméra. Démarche courageuse, tant le débat est parfois sensible sur la question. L'unité a ouvert en 2016. C'est le professeur François Metchgan qui la dirige.
Alors, on se rencontre pour la première fois aujourd'hui. Moi, je m'appelle François Metchkan, je suis pédopsychiatre. Donc, notre travail, c'est de pouvoir accueillir les enfants, adolescents, jeunes adultes et leurs familles, soit qui se posent la question de réaliser un parcours de transition, soit qui souhaitent réaliser un parcours de transition. Est-ce que vous souhaitez vous présenter? Je m'appelle Lino. D'accord. Je me considère comme du coup un garçon depuis longtemps maintenant. Oui. Et votre famille vous considérez comme un garçon manqué? Ouais. C'est vrai qu'au début je prenais ça bien parce que j'aimais bien le fait qu'on me considérait comme un garçon manqué. Puis je me suis fait une remarque avec le mot manqué. Moi j'étais un garçon manqué. J'avais manqué d'être un garçon. Et du coup à ce moment-là ça m'a fait un peu bizarre, mais comme j'étais petit j'ai pas. Mais plus tard c'est vrai que j'aimais plus trop ce terme-là parce que. Oui. Voilà. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a se sentir garçon et être considéré comme un garçon. Les deux en même temps. Voilà. Ouais. Et pas comme un garçon manqué. Peut-être comme un vrai garçon. Voilà. Et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être transgenre? C'est une question compliquée. Oui. Pour moi, c'est le fait de changer de genre de naissance. Enfin, le genre qu'on a eu à la naissance, on le change pour être le genre qu'on veut être. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire effectivement ça. C'est-à-dire que c'est comme si on avait été assigné dans un genre à la naissance, soit garçon, soit fille, mais qu'effectivement, il arrive en grandissant, qu'on se ressent finalement d'un genre différent, du genre de la naissance. Donc si je comprends bien, depuis tout petit, vous êtes sûr. En fait, vous êtes un garçon sûr. Oui, D'accord. Voilà. Je vous donne la feuille de consultation, c'est à remettre en bas pour enregistrer la d'accord. consultation. Merci beaucoup. Ok. Bon retour. Bon retour. Au revoir. Je reçois des enfants, des adolescents, et quand ils osent me dire « je me sens garçon » ou « je me sens fille », ça me paraît fondamental de les croire à ce moment-là. Je suis un garçon, je suis un garçon. Je suis une fille, je suis une fille. Je suis ni un garçon ni une fille, je suis ni un garçon ni une fille. En fait, c'est OK. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler avec une personne qu'on ne croit pas. Ça s'appuie vraiment sur la conviction de la personne. Et c'est ça, effectivement, une des plus grandes difficultés aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucun examen médical, aucun examen paraclinique qui nous permette de confirmer. La seule confirmation, c'est l'expression par la personne elle-même du sentiment d'appartenir à un genre ou à un autre. C'est ce qu'on appelle une conviction. C'est vraiment du côté du sentiment intime. Ce sentiment intime est le fondement d'un protocole dit transaffirmatif, mis au point il y a 30 ans aux Pays-Bas. Il suggère aux médecins de proposer le meilleur accompagnement aux mineurs, quel que soit leur parcours. En France, il est appliqué depuis 2013 dans les unités spécialisées. « 400 jeunes sont actuellement suivis par le CHRU de Lille. 400 autres sont sur liste d'attente. Partout en France, la demande a augmenté après 2020. Alors toi, tu dirais que tu as un peu ces questions de devenir garçon depuis combien de temps? Depuis quel âge peut-être? Depuis mes 5 ans. Donc en fait, tu étais tout petit. Est-ce que tu te souviens, toi, un petit peu comment ça faisait quand tu avais 5 ans? Comment tu ressentais un peu les choses? Je voulais pas mettre de robe, ni rien. Ça veut dire que tu voulais faire plus comme les autres garçons? Oui, c'est ça. Ouais. Ça veut dire quoi, par exemple? Pas rester avec des filles. D'accord. Et alors, quand on se rencontre aujourd'hui, la question, ça peut être aussi un peu de ce qu'on peut faire pour aider nous, de notre côté. Est-ce que tu as déjà des idées pour aider à se sentir mieux avec soi-même, pour aider à se sentir mieux avec les autres? Je sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, vous en avez peut-être déjà un peu parlé. Comme j'ai dit, son but, c'est devenir vraiment un garçon. Ok. Et ce but-là peut être amené par une prise d'hormones. Ah ben, je sais C'est pas. parce qu'il n'ose pas. Ouais. Il a ce tempérament un peu timide déjà. D'accord, d'accord. Mais son but, c'est ça, oui. Qu'est-ce qui pourrait aider avec les hormones? Le changement de voix Changement de voix, ouais. et le changement d'apparence. Changement d'apparence, d'accord.
Tu vois, nous, ce qu'on peut proposer comme type de prise en charge, avant 18 ans et avec l'accord des deux parents, c'est l'hormonothérapie de masculinisation avec la testostérone. Est-ce que tu vois un peu ce que ça fait, toi, comme effet, la testostérone? Ça fait des effets sur la voix. Qu'est-ce que ça fait d'autre comme effet? Ça change le visage. Ouais, et beaucoup de jeunes gens qui nous disent ça. Alors, c'est vrai que ça peut modifier un peu la forme du visage, mais ça ne modifie pas le squelette. En fait, ça fait souvent une peau un peu plus épaisse, et en fait, ça fait des traits qui sont plus marqués au niveau du visage. Et ça, souvent, on le repère comme étant un visage un peu plus masculin. C'est vrai. Après, il y a la pousse des poils et tout ça. Ouais, tout à fait. Donc, il y a l'augmentation de la pilosité sur les zones dites masculines, c'est-à-dire au niveau du visage, au niveau du torse, au niveau des jambes, du dos. L'idée, c'est qu'on voit effectivement ce dont tu as besoin et on voit en termes de technique médicale ce qui pourrait aider à se sentir le mieux possible comme on se sent. Ça veut dire que c'est OK pour se revoir? Ça te passe un peu de thé, ouais. Le premier rendez-vous qu'on a eu avec le pédopsie, du coup, a duré longtemps, enfin assez longtemps. Oui, le premier a duré pas mal de temps. Après, petit à petit, on a eu l'impression que c'était plus juste. Tu vas bien? Ça va. Bien. On en reprend un dans 2 mois. Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'être sur des entretiens quand même très techniques. Enfin, c'était voilà, grosso modo, là où tu en es. Et puis, l'étape à venir, quoi. On avait une sorte de chronologie toute tracée. L'impression qu'il y avait, voilà, qu'on franchissait à chaque fois des sortes de à partir paliers. du moment où il était satisfait de son diagnostic du premier ou du deuxième rendez-vous, le reste, c'était... on me demande où est-ce que tu veux aller, est-ce que tu veux un traitement hormonal, voilà, on va faire ce qu'il faut pour avoir ça, prendre les bons rendez-vous, etc. Donc, une fois que tu es dedans, c'est... Il y a un processus qui est balisé, donc... Oui, on a l'impression qu'on est sur des rails et qu'il y a une seule destination. À ce moment-là, j'ai 13 ou 14 ans, je sais plus. Et du coup, on me dit qu'au bout d'environ 1 an de suivi, je pourrais commencer les prises de testostérone. Et au bout de 2 ans, je peux avoir une mastectomie avec autorisation des parents, en tout cas. Je me dis que c'est pas mal, parce que c'est exactement ce que je voulais. Et de savoir que c'est possible avant la majorité, c'est quelque chose qui me rassure sur le moment, parce que j'avais envie que ça aille vite. Dans la demande d'Emma, il y avait cette urgence à avancer. Et on a tous obéi à cette urgence. Donc, on a enclenché des étapes assez rapidement, puisqu'en l'espace de 2 ans, du premier rendez-vous, on est allé à la table d'opération. Voilà. 2 ans, à peine. À partir du moment où je me dis je veux vivre en tant que garçon dans les années qui viennent et dans le futur en général, je commence forcément à chercher un prénom. Et du coup, je me retrouve sur les vieux sites de prénoms pour bébés, à faire un peu un écrémage de qu'est-ce que c'est les prénoms qui me plaisent ou qu'est-ce qui m'irait. Et je finis avec un choix de 2 prénoms que je présente à mes copines de collège. Et je leur demande, dites-moi, qu'est-ce qui me va le mieux? Et c'est Nathan qui a fini par sortir. C'est un début de transition sociale. Du coup, transition en elle-même, parce que je commence quand même à changer d'identité pour mes proches. Emma, donc devenue après Nathan, était sûre, avait beaucoup d'assurance et était sûre de ce qu'il voulait et était sûre de ce dont il avait besoin. Et à aucun moment, non, il y a eu de mise en doute.
ou simplement de se dire peut-être que c'est autre chose. On va creuser, on va s'en assurer. On est aspiré dans ce mouvement-là, en fait. Et on ne pense pas au reste. On n'a pas l'impression qu'il y a un risque si important que ça. Quand Emma se lance dans sa transition, les traitements ne font pas débat. Mais en 2022, l'Académie de médecine affirme qu'il y aurait des effets secondaires, tels que l'impact sur la croissance, la fragilisation osseuse, le risque de stérilité, les conséquences émotionnelles et intellectuelles. Et pour les personnes nées-filles, des symptômes rappelant la ménopause. D'après l'Académie, il y aurait un autre risque, celui de prescrire trop vite. Le risque de surestimation diagnostique est réel, comme en atteste le nombre croissant de jeunes adultes transgenres souhaitant détransitionner. Ce sont les endocrinologues qui prescrivent et qui font face à ces nouvelles critiques. Aucun n'a voulu s'exprimer dans ce film. Bruno Falissard ne signe pas ces ordonnances-là. Il est pédopsychiatre et spécialiste de l'évaluation des médicaments. Pour un scientifique, en particulier pour un psychiatre, il faut dire les choses. Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Concrètement, les traitements. Là aussi, on revient aux fondamentaux de la médecine. Rapport bénéfice-risque en fonction des connaissances disponibles. Le bénéfice dépend du niveau de souffrance du patient. Les risques, problèmes, on est censé les connaître, mais je ne suis pas complètement à l'aise avec ça. Le risque est lié aux effets indésirables et à l'irréversibilité. Pour moi, on manque de données aujourd'hui pour pouvoir agir, j'allais dire en toute sécurité, pour agir en étant à l'aise dans ses décisions. Il y a des études, et bravo à ceux qui les font. Ce sont des études qui sont assez frustes pour l'instant. Alors c'est compliqué, bien sûr, c'est difficile à faire, mais c'est notre boulot de scientifique de mettre en œuvre ce qu'il faut pour apporter des réponses claires et non ambiguës à des problèmes de société. Et précisément, vous n'arrivez pas vous-même à pouvoir faire les études que vous pourriez souhaiter faire? Alors, faire des études, moi je vais vous parler en professionnel de la recherche, il faut de l'argent, et donc là aussi il y a un peu le rôle des politiques, c'est que ça devrait être une priorité dans le financement des recherches. Alors bien sûr, je comprends que le sujet soit sensible et que les politiques n'aient peut-être pas envie de trop se frotter à ces susceptibilités diverses. Mais enfin bon, quand même, on est dans une démocratie avec... qui se veut rationnel, il y a un problème qui relève de la santé publique, donc il faut l'étudier, il faut que les pouvoirs publics mettent des moyens dessus. Préserver la santé, c'est le serment d'Hippocrate. S'il n'y a pas de certitude scientifique, pourquoi prendre le risque de prescrire des hormones à des mineurs ? Pourquoi est-ce qu'on propose effectivement l'hormonothérapie pendant l'adolescence? Parce que pour les adolescents que nous rencontrons, qui témoignent d'un vécu transidentitaire, il s'agit d'un besoin vital. En fait, il s'agit d'un besoin vital à ce moment-là de leur vie. Alors, la question du suicide d'un adolescent, c'est quelque chose, c'est le point ultime de la pédopsychiatrie. Vous imaginez, quand un adolescent se suicide, non seulement c'est une vie jeune qui disparaît, mais c'est une famille qui est détruite. Qu'il y ait eu des situations où des personnes avec une incongruence de genre se suicident à cause de ça, la réponse est oui. C'est une réalité. Après, dire que toute interrogation qui relève du genre met en jeu le pronostic vital des personnes concernées, là, il faut quand même
être raisonnable. Toute interrogation de genre n'avait pas un jeu de pronostic vital. Moi, le groupe, ça m'a aidé à je dirais, je vais employer un mot fort, survivre au choc. Je me rappelle quand j'ai ouvert la porte la première fois et que j'ai vu tous ces gens assis là autour, je me suis dit, ouf, on n'est pas tout seul, quoi. Comme toi, Brigitte, je pense que ça nous a fait un bien fou. Donc on a commencé le parcours des parents en octobre 2019. Et à partir de là, effectivement, on est quand même sorti de cette solitude terrible qui, moi, m'avait laissé dans un état de sidération assez important. Et pour le coup, ça a été très difficile et très violent parce que Elias était très dans l'idée de se scarifier, d'attenter à sa vie, parce qu'il ne voulait pas, de toute façon, rester la jeune fille qu'on a cru qu'il était. Et puis pour en avoir parlé avec Elias, il dit que de toute façon, si on avait pris un autre chemin, il ne serait plus là pour en parler. Donc, fin de la discussion, point à la ligne, et puis voilà. Je suis Nathalie, maman de Orion, qui est un garçon trans. Orion est un enfant qui, depuis l'âge de 4 ans, a eu des suivis par des psychologues, par des pédopsychiatres, pour des difficultés d'attention, de l'hyperactivité, des troubles anxieux. Et au milieu de tous ces signes-là, quand il nous a annoncé il y a 4 ans qu'il voulait changer de prénom et qu'il était certainement en dysphorie de genre, c'était une énième partie du millefeuille qu'Orion nous avait réservé depuis sa petite enfance. L'acceptation, elle a été au final assez brutale aussi. Et enfin, ça nous a bien recadré en ce sens qu'il nous a dit si je n'arrive pas à faire cette transition, je ne serai plus là dans très peu de temps. Voilà. Et il a déjà fait 3 tentatives de suicide et pour des raisons un peu annexes aussi à sa transidentité. Et ces tentatives de suicide recadrent bien les choses sur oui, il faut qu'on l'accompagne et on est avec lui et l'acceptation se fait assez facilement aussi quand il y a eu ce parcours-là. Tu me dis. J'injecte tout doucement, tu me dis. Ok. Attends. Tu me dis. Ah. Tiens, regarde les arbres là. Ouais, allons-y. Ça va? T'es courageux, parce que je me souviens les premières injections qu'il fallait faire. C'était compliqué. Voilà pour l'injection. L'étape suivante, ce sera de le faire toi-même. Tu n'iras pas toujours chez papa, maman. Tanguy. Merci, madame. De rien. Bon, comment tu te sens? Ça va? La dernière fois, tu avais fait un petit malaise? Oui, là, ça va. Là, ça va. Je me sens comme un bonhomme. Comme un bonhomme. La moustache en moins. La moustache, elle va arriver. Elle va venir. La voix bouge un petit peu, se modifie. Donc, mais si les choses sont pas instantanées, c'est peut-être parce qu'il y a besoin qu'elle ne le soit pas. Ouais, ce serait un peu le choc de me réveiller un matin avec de la barbe et une voix grave. Exactement. Tu sais, les adolescents, les garçons, ils passent pas d'enfants à hipster. À hipster du jour au lendemain. Donc,
Il est normal que ça prenne du temps. Ça prenne un peu de temps. Ouais. Mais c'est frustrant un peu. Que ça aille pas assez vite. Bah, quelque part, c'est bien que ça n'aille pas trop vite, parce que sinon, je serais complètement chamboulée. Mais que ça aille pas assez vite, quelque part, c'est frustrant. Ton prochain rendez-vous avec l'endocrinologue? Bah, faut que je rappelle le secrétariat. Ouais. Mais oui, elle augmentera certainement les doses. Ce qui fait pour moi le cœur de l'adolescence, c'est qu'il faut que ça aille vite et que les choses arrivent tout de suite. C'est une évidence. Les neurobiologistes disent que l'adolescence, c'est une période où on a la pédale d'accélérateur, on n'a pas la pédale de frein. Ce qui est un raccourci, mais c'est un peu vrai. Voilà, donc du coup, il y a beaucoup d'énergie et pas beaucoup d'inhibition. Il y a une frustration terrible à ce que les choses n'aillent pas vite. Et c'est à nous à leur expliquer que c'est une frustration et que dans la vie, il y a des frustrations. Pour mener sa vie d'homme transgenre, Orion devra continuer de s'injecter de la testostérone toute sa vie, au rythme d'1 fois par mois. J'ai 15 ans au moment de la première injection. J'ai un gros coup de stress la veille. Enfin, c'était un espèce de coup de stress de... Enfin, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Est-ce que... Enfin... J'ai quand même commencé un truc qui va changer mon corps pour le reste de ma vie, a priori. Bah, à ce moment-là, juste, je vais regarder un petit peu sur Internet qu'est-ce qui se dit sur ce genre de sentiments. Et au final, ce qui sort, c'est juste... bah, c'est normal, tu es sur le point de commencer quelque chose de quand même assez important. Enfin, tu sais ce qui t'a amené à ce choix-là, donc fais-toi confiance et vas-y. C'est réservé à personne et tout le monde ressent cette grosse hésitation un jour dans sa vie. Pas besoin d'être transgenre pour l'avoir. Donc la peur du regret est tout à fait normale et légitime. C'est normal d'avoir peur de regretter, mais c'est pas une peur qui doit vous réfréner dans votre transition. C'est pas une peur qui doit vous empêcher de faire votre transition maintenant, en fait. Je pense qu'il y avait une part d'hésitation de ma part, mais du coup, de voir des gens qui disaient que c'était normal d'avoir des doutes, ça confirme les choix qu'on fait. En tout cas, ça me confirmait les choix que je faisais sur le moment. Je suis un homme transgenre F2M. Tu as le droit de faire une transition à n'importe quel âge. Pour commencer une transition en étant mineur. Comment savoir si on est une personne transgenre ou non. On se retrouve pour parler de ma transition et notamment de ma première injection de testostérone. J'ai fêté mes 2 ans sous testostérone. C'était vraiment une expérience incroyable et que j'ai beaucoup aimé vivre et je regrette tellement pas d'avoir fait ça, genre vraiment c'était cool. Et du coup je suis tombé sur une chaîne YouTube d'une personne transgenre comme moi. Je suis devenu obsédé par ça, je pensais qu'à ça. De voir des vidéastes qui commencent la testostérone, de les voir évoluer, qui changent de mois en mois et d'année en année. Genre j'ai vraiment des bébés poils, tu vois. Sur mes jambes c'est pareil, genre j'avais rien sur les cuisses, là ça commence à paraître là. Surtout en tant que jeune adolescent, ça donne envie de faire pareil, enfin de suivre ce genre de parcours. Je pense que la première fois que je tombe sur ces vidéos-là, c'est que je cherchais des filles, garçons manqués, et la réponse qu'on me donne, c'est la transidentité. À ce moment-là, j'ai pas d'idée de ce que c'est qu'être trans, ni de ce qu'est la transidentité quand je tombe sur ces vidéos. Et sans Internet et sans les réseaux sociaux, j'aurais peut-être jamais eu l'idée de transitionner. N'hésite pas à partager cette vidéo en masse, à laisser un commentaire. N'oublie pas de liker si ça t'a plu. Vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésite pas à partager la vidéo, à t'abonner, à liker, enfin bref, active la cloche. Bye bye. Au revoir. Nous avons spontanément tendance à privilégier des informations qui viennent de gens qui pensent comme nous. Et donc ça a tendance à nous enfermer dans un fonctionnement cognitif qui tourne en vase clos. Et ça, c'est pas forcément bien. Voilà. D'ailleurs, on le voit, il faut faire un effort aujourd'hui pour se confronter à des opinions différentes. C'est pas forcément ni agréable ni facile. Et là, ça peut conduire à des biais qui sont « Ah ben oui, je pensais un peu ça ». Je vais dans cette communauté qui pense comme moi, effectivement, ils pensent comme moi, ça auto-entretient ce que je pensais et ça devient autoréalisateur. Dès les premières injections d'hormones, j'ai la barbe qui commence à pousser, surtout la voix qui change très très vite. Et après, au fil des mois, il y a les muscles aussi qui commencent à devenir plus masculins, donc je ressens que j'ai un peu plus de force. Je pense qu'à cette période-là, je suis perçu de plus en plus comme un garçon.
Mais le décalage avec la présence de la poitrine sur un espèce de corps masculin, je le vis de plus en plus mal. Si je ressentais ma poitrine ou si j'y pensais, ça me donnait des nausées. Et si on n'a pas envie de la voir, si on déteste ça, forcément on a envie de le cacher, et quitte à se faire du mal physiquement. Quand on tape aplatir la poitrine, les premières images, c'est des bandages et des binders. Un binder, c'est une brassière compressive qui est portée par une grande majorité de garçons trans, qui sert à masquer la poitrine. Le binder, c'est vraiment un sous-vêtement qui est extrêmement serré, c'est très peu extensible, de manière à se créer un torse plat, plus rien ne bouge et tout va bien. Pour ce qui est des prix, vous pouvez en trouver à 30 ou 40 € sur internet, plus frais de port. Et si vous avez des amis trans, vous pouvez aussi faire des commandes groupées pour partager les frais. Donc j'avais commencé à porter le binder toute la fin d'année de 3e, et ça avait autant le côté positif d'avoir une poitrine plate. Enfin, c'est comme si à ce moment-là, la poitrine, elle s'enlève de la vision de mon corps. Mais le côté négatif, c'était d'être comprimé, de galérer pour faire du sport. Ça coupe la respiration. Au bout de quelques foulées, je commence à être très essoufflé. Donc, c'était le côté un peu attristant. Emma, c'était une gamine qui adorait courir. Qui courait vite. Et avec le binder, elle a plus pu. Elle pouvait pas bien respirer. Au lycée, le quotidien le matin, c'était mettre le binder, mettre un t-shirt, et en plus de me cacher sous des sweats pour essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas mes formes. Et puis, j'ai des souvenirs d'été où elle était avec le binder, avec un t-shirt, avec un voire deux sweats, par 30 degrés, avec le cartable. Physiquement, c'est pas humain, quoi. Puisqu'on est engagé dans un parcours vers la masculinité, on peut pas conserver la poitrine. Et donc à 16 ans, entre ma première et ma terminale, je me fais enlever la poitrine. La mastectomie a lieu le 23 juillet 2019. On m'emmène au bloc assez tôt le matin. J'envoie des messages à ma maman pour lui dire c'est bon, on m'emmène, à tout à l'heure. On m'a ramené dans ma chambre et c'était bon. Au bout de 2 jours où on m'enlève les bandages, où du coup je découvre pour la première fois mon torse, j'étais plutôt en état de choc, on va dire, que super joyeux ou... Enfin ouais, je sais pas, c'était plus du choc qu'autre chose. J'ai le chirurgien qui vient me voir après pour me dire que tout s'est bien passé et que c'est nickel. J'ai fait du très beau travail, il m'a dit. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu la poitrine de mon enfant. Jamais. C'est quelque chose je ne l'ai jamais vu. La première fois où je l'ai vu, c'était après l'opération. Voilà, il fait 40 quand je viens le chercher. Mais au moins, il est en t-shirt à manches courtes. Voilà. Ce sera à refaire, je referai. Dans le contexte des choses, je referai.
En France, les chirurgies pelviennes qui touchent à l'appareil génital sont inaccessibles aux mineurs. Les opérations pratiquées sont pour l'essentiel des mastectomies. Elles restent très rares, mais se multiplient. 5 en 2011 pour les moins de 17 ans et 69 en 2019. Autre phénomène récent, plus de 2 adolescents sur 3 souhaitant changer de genre sont nés de sexe féminin. Quelle interprétation donner à cette tendance? Depuis 10 ans, Samuel Vessière observe les transitions de genre chez les jeunes dans le monde occidental. Est-ce que ces jeunes filles veulent devenir des hommes ou est-ce qu'elles veulent simplement être pas des filles? Dans un niveau général, la période de transition vers l'adolescence et l'âge adulte a sans doute toujours été difficile pour les filles. Donc on a toujours porté un regard qui peut être perçu comme envahissant sur le corps des femmes. Cette expérience peut être très anxiogène, très écrasante. À l'ère des réseaux sociaux, où le regard porté sur le corps des femmes est omniprésent, on peut comprendre que cette expérience soit vraiment très difficile pour beaucoup de jeunes filles. Par exemple, des jeunes filles qui auraient vécu des traumas, des jeunes filles qui ne se sentent pas vraiment hétérosexuelles, ou tout simplement des jeunes filles qui ne se sentent pas prêtes à être sexualisées. Bref, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les jeunes filles n'ont plus envie d'être des filles, elles essayent d'être autre chose. Après la mastectomie, je passe une très bonne année scolaire du coup, où je me sens enfin libre de mes mouvements. Je respire, du coup je me sens très à l'aise. Ma poitrine, plus les cicatrices s'affinent et s'éclaircissent, moins elles se voient. Et plus mon torse a une apparence normale en fait. Et donc je suis assez comblée pendant cette période. En tout cas, c'est moi où il a été Nathan. Là, après l'opération, je pense qu'il les a vécus pleinement. Et ça aurait pu continuer peut-être, mais c'était pas son chemin. Son chemin, il était un petit peu plus compliqué. À 18 ans, où j'ai une grosse période où tout me retombe d'un coup dessus. Et je sais pas pourquoi, à ce moment précis, où je réalise et j'accepte de me dire un petit peu que peut-être ça allait trop loin. Est-ce que c'est pas bizarre qu'on m'ait enlevé des parties de mon corps? Est-ce que je viens de détruire ma vie? J'ai l'impression d'être vraiment enfoncée dans tout ce qui va pas. Vraiment, j'avais un regret que j'arrivais pas à contenir, où j'étais tout le temps en train de pleurer, tout le temps en train de ruminer ça. Je commence d'abord à en parler avec l'endocrinologue. Je lui exprime des idées plutôt suicidaires, où je lui dis que, vu ce qui s'est passé et vu l'état de mon corps à ce moment-là, que j'arrive pas à me motiver en fait à continuer et qu'il y a des moments où vraiment je me dis que j'ai juste plus envie de vivre du tout. J'ai pu revoir le psychiatre qui m'avait suivi pendant ma transition et je lui ai exprimé que la mastectomie et les hormones, à mes yeux, ça avait été une sorte de solution baguette magique à mes problèmes. Et il m'explique qu'il y a la reconstruction. Et je sais qu'à ce moment-là, je m'énerve parce que je dis, mais
En fait, je viens de dire que les solutions baguette magique, ça me convenait pas et ça avait été néfaste. Et on me propose une nouvelle solution baguette magique qui est, mais tu te sens mal avec ta poitrine, mais reconstruis-la. Et avant, c'était, mais tu te sens mal avec ta poitrine, enlève-la. Et c'est la même boucle qui, une fois, a produit moi qui regrette. Donc je vois pas comment ça peut produire du bon une deuxième fois. J'ai vu de la fatigue énorme arriver vers Noël. Mais parce que j'avais un enfant très bosseur, très travailleur, très investi. Et du coup, je me suis dit, il nous fait une forme de burn-out, quoi. Alors, je suis peut-être très aveugle, peut-être très myope ou sourde, je ne sais pas. Mais nous qui avions pris l'habitude de vivre avec Nathan, on ne s'était pas rendu compte qu'en fait notre enfant était en train de s'éloigner de Nathan. Et en fait il avait depuis quelque temps arrêté la testostérone. C'était peut-être comme la vase qu'il y a au fond d'une rivière. L'eau, elle est claire, et puis si on va brasser un petit peu au fond, ça remonte. Et ce qui remonte, c'est poisseux, ça gâche tout. Et on n'y voit plus rien. Et c'était ça qui était en train de se passer, je pense. L'impression à nouveau d'une déflagration qui est arrivée dans nos vies. On n'est pas prêt, hein. Si jamais il nous disait finalement qu'il faut faire machine arrière. C'est ce que j'avais dit une fois. C'est pas parce qu'ils ont 17 ans ou même 18 ans, parce que la majorité a 18 ans. Qu'est-ce que c'est la majorité à 18 ans? C'est rien du tout. Bon, le cerveau, il est fini à 25 ans. Donc je me dis, comment déjà, même à 18 ans, ils peuvent être sûrs et certains, en dehors des malaises qu'ils ont, etc. C'est pour ça qu'on a toujours peur, parce que c'est la question éternelle, c'est est-ce qu'on ne s'est pas trompé en l'aidant dans ce parcours-là? Bon, pour l'instant, on est convaincu que non, mais qui peut? On ne sera plus là dans 20 ans, nous, pour dire oui, ils ont eu raison et on a eu raison de l'accompagner. On n'en sait rien pour l'instant. On fait ce qu'on peut. C'est plus dur d'assumer une détransition qu'une transition. Parce que ça revient à dire qu'on regrette ou qu'on a fait une erreur ou qu'on pense plus la même chose que ce qui nous a poussé à faire des choix en premier lieu. Donc je pense que de ce côté-là, c'est plus dur. Je pense que la détransition, c'est plus une solitude, dans le sens où on n'entend pas beaucoup parler de détransition. J'avais commencé à chercher des témoignages avant d'arrêter la testostérone ou de vraiment décider la détransition, parce que j'avais besoin de témoignages qui me rassurent et voir un petit peu des exemples de qu'est-ce que les gens ont vécu avant de moi être sûr de ce que je voulais faire et même d'être au clair dans ma tête sur ce que je voulais. Pour sa transition, Emma a trouvé beaucoup de soutien sur les réseaux sociaux. Elle se tourne de nouveau vers eux pour trouver le meilleur chemin.
post-trans, ça m'aide parce que je vois qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes choses ou qui passent par les mêmes questionnements, par les mêmes problèmes. Ellie est la fondatrice de Post-Trans, ce site dédié à la détransition. Elle vit à Bruxelles. Les deux jeunes femmes se rencontrent pour la première fois. Comme Emma, Ellie a pris des hormones et s'est fait opérer de la poitrine à 16 ans. Comme Emma, Ellie a fait le choix de détransitionner en arrêtant la testostérone. Ça fait combien de temps que t'as arrêté? Ça fait 2 ans. Ok. Toi, ça fait combien de temps? Ça va faire 4 ans. Ouais. Je m'attendais à peut-être être perçue au féminin de nouveau un jour, mais je me rends compte qu'en fait... Ah ouais, c'est galère. C'est assez frappant. Les changements que ça fait permanents qui vraiment shiftent la vision des gens. Je pense que le plus important, c'est la voix, à mon avis. Ouais. Parce que je sais que c'est toujours sur ça où les gens ont un doute quand ils m'entendent. Après, je sais que visuellement, ça va. Genre, en général, j'ai pas trop de problèmes, mais ouais. La voix, c'est toujours le truc où... Ah ouais. Bah, du coup, ouais, ça rajoute une barrière où t'as pas forcément toujours envie de t'exprimer ou par exemple, je sais pas, d'aller aux toilettes et de pas vouloir parler parce qu'on va t'entendre ou enfin, des trucs tout bêtes comme ça. Ça te met une barrière. C'est chiant. Mais bon, faut apprendre à vivre avec, c'est ça. Là, on a anglais, français, allemand, espagnol, russe, italien, serbe, portugais et néerlandais. Comment les gens ont entendu parler de Post-Trans? Est-ce que c'est eux qui ont proposé de partager leur témoignage ou vous avez fait un appel au témoignage ou... Je me rappelle, on avait créé d'abord un compte Instagram, puis on avait fait un post dessus où on avait expliqué un petit peu nos intentions avec le projet. On a eu plein de retours, il y a plein de personnes qui ont commencé à nous suivre. Puis on a commencé à recevoir des messages de personnes qui voulaient poster leur témoignage. Enfin, on a vraiment senti à ce moment-là qu'on répondait vraiment à un besoin, quoi. Qu'il y avait toutes ces personnes qui étaient en recherche de ce genre de plateforme, de ce genre de ressources. On a toujours donné la possibilité aux personnes de rester anonymes dans leur témoignage parce qu'on s'est vite rendu compte que c'est un sujet vraiment très, très sensible. Et puis, c'est très tabou de parler d'aspects négatifs de la transition de manière générale. Parce que justement, il y a cette idée qu'il ne faut pas donner une mauvaise image à la transition, parce que c'est quelque chose pour lequel les différentes organisations trans se battent pour y avoir accès. Et donc, il y a vraiment un espèce de tabou autour de la question des effets négatifs de la transition, j'ai l'impression. Il n'existe aucun chiffre sur le nombre de personnes qui détransitionnent. Se sentir fille ou se sentir garçon. Se sentir les deux à la fois, ou ni l'un ni l'autre. Tu peux mettre ton pied gauche, ouais. Aujourd'hui, le genre s'exprime de façon multiple. Et Ellie et Emma tentent de faire accepter leur voix. À partir de là, je sais pas comment on fait. J'ai l'impression que beaucoup de personnes se font une idée complètement différente de ce que c'est de la détransition. Et ouais. Ouais, genre la détransition, ça veut dire que tu reviens directement dans les clichés féminins directs parce que tu aurais réglé un problème magique et que c'est bon, ouais. Je deviens une vraie fille maintenant. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Et ça m'aura mis du temps à comprendre qu'en fait, c'était pas ça, que arrêter la transition, ça voulait pas dire revenir à un rôle féminin stéréotypé. Ouais, ça, c'est le côté accepter de pouvoir être une fille sans se soumettre à tout ça. C'est ça, ouais. Accepter d'être en dehors de ces normes-là et se sentir à l'aise avec ça.
Après, je pense que c'est peut-être même le problème qu'il y avait de base, en fait, qui pousse à une transition. Qui fait que t'arrives pas du tout à t'identifier comme une fille avec tout ça. Et je pense que c'est un peu ça l'apprentissage qu'on a avec la détransition. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Malgré 8 années passées à accueillir des mineurs trans à l'hôpital de Lille, François Metchkan reste lui aussi dans une forme d'apprentissage. Depuis quelques mois, certains patients me font part de leur souhait de détransitionner. Ça me fait me poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on a pris assez le temps? Est-ce qu'on a pris la bonne décision à ce moment-là? C'est bien de ces expériences-là qu'on va pouvoir améliorer nos pratiques actuelles. Emma et François Metchkan ont accepté de se rencontrer. Ce qui m'intéresse dans cette rencontre, c'est voir un psychiatre qui m'a pas suivi moi dans cette transition, mais qui a suivi d'autres personnes. Moi, j'étais quand même particulièrement intéressé et je suis très content qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 20 ans. Est-ce que vous avez l'impression que toutes ces décisions, vous étiez trop jeune? Je sais pas à partir de quand on définit qu'on est trop jeune ou pas pour un choix. Ouais. Parce que je les ai faits, donc c'est que j'étais visiblement pas trop jeune pour les faire. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix à 20 ans qu'à 15. Ouais. Donc, je sais pas. Oui. Imaginons que vous soyez parent aujourd'hui et que votre enfant il veuille faire un parcours de transition. Comment vous feriez avec lui? Dure question. Ouais. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je pense que j'aurais envie de mettre un peu de patience là-dedans, au moins attendre que toute la partie adolescence peut-être soit derrière. D'accord. Parce que je pense que c'est aussi ça qui m'a beaucoup joué dans moi ma transition. C'était de passer d'enfant à adulte. Oui. En même temps, je sais pas à quel point c'est possible. Oui. Parce que si on ressent une urgence comme ça, oui. En tout cas, moi j'ai ressenti cette urgence-là à ce moment-là. Est-ce que si on m'avait fait attendre encore plus, je me serais senti mieux? Je sais pas non plus. Je pense que j'aurais eu besoin, en tout cas, d'avoir beaucoup plus de suivi, de pouvoir parler de mes sentiments et de mes ressentis. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. Ouais. Mais voilà. Ouais. L'Europe voulant bien faire, est-elle allée trop vite et trop loin? Depuis 2020, des pays pionniers, comme la Suède ou la Grande-Bretagne, ont infléchi leur politique concernant les mineurs. La réponse médicale aux demandes de transition n'est plus systématique. En France, la Haute Autorité de la Santé a été saisie et devrait rendre ses recommandations en 2025. Ce qui m'a donné envie de témoigner dans ce film, c'est partager cette histoire-là pour se dire que ça existe aussi à côté des histoires de transition. C'est un témoignage qui est personnel et qui n'est pas fait de manière militante, parce que j'ai jamais été dans des groupes militants, que ce soit pendant la transition ou pendant la détransition. Donc c'est pas une question de savoir si la transidentité existe ou pas, mais plus partager mon vécu sur ce sujet-là. Depuis quelques temps, je vis une histoire d'amour et je pense que c'était un peu inattendu de découvrir que c'était un corps qui pouvait être aimé comme ça, dans l'état dans lequel il est. À la base, c'est quelque chose qui me faisait peur. J'avais peur d'être rejeté sur la base de pas avoir la checklist d'une fille, physiquement en tout cas. Pour me rassurer, il m'a juste dit qu'il m'aimait comme ça et que ça faisait partie de moi, donc qu'il n'y avait pas de raison de chercher plus loin. Je dirais pas que je me trouve jolie, mais par contre, je m'aime beaucoup plus qu'avant. Où j'arrive à me voir et voir mon corps et me dire, mais ça va bien.
J'ai beaucoup moins de haine de moi que pendant toute la transition, pendant toute l'adolescence.